emmagasinait tous les big data, comme on les appelle, toutes ces données. Elle a fait du plagiat universel. En définitive, elle n'a rien inventé, elle a pris tout ce qui était donné et les a emmagasinés. Et donc, chaque fois que vous lui demandez de traduire une phrase, la machine va vous trouver l'équivalent de cette phrase parce qu'elle a amené des données pour cette phrase sur vous et elle va vous la sortir. Et les traductions qui étaient approximatives il y a juste quelques années sont devenues maintenant quasi parfaites. Je vous le dis, je travaille entre plusieurs langues à la fois. Quand j'utilise DeepL Translator pour traduire un texte de l'anglais au français, quand je suis pressé, que j'ai écrit un texte en anglais et qu'on me demande de faire une conférence sur ce sujet-là en français, si je suis pressé, j'utilise DeepL Translator au lieu de réécrire mon propre texte en français. J'ai très peu de choses à corriger à ce qui est sorti, presque rien. Ça veut dire que cette machine, sans savoir la signification de ce qu'elle dit, est capable de me traduire des choses parfaitement. Et c'est cela, le fait de ne plus être en mesure de distinguer l'original de la copie. La machine n'a plus besoin de savoir ce qu'elle dit pour traduire ce que vous lui proposez. Et donc, la frontière entre l'humain et la machine a été ainsi effacée parce que la machine, au lieu d'aller tout droit vers la question du sens, qui nous trouble d'ailleurs, si nous nous demandions à nous-mêmes qu'est-ce que c'est que le sens, nous aurions du mal à répondre à cette question-là. Eh bien, elle supprime la question et remplace la question du sens par la question par les données. Et donc, elle fait du plagiat. La machine d'intelligence artificielle fait du plagiat. Et simplement, elle va faire ce plagiat de mieux en mieux, avec une perceptibilité dont on ne voit pas quelle est la limite. Et je dis, ça c'était la première remarque que je voulais faire pour simplement accompagner le propos de Paoli jusqu'à présent. Qu'est-ce que nous allons nous dire, nous, de notre propre point de vue africain? Nous allons dire, voilà une invention qui s'est faite, qui a eu lieu ailleurs que chez nous, qui inquiète les pays les plus puissants, comme les États-Unis ou les pays de l'Union européenne. Qu'est-ce que nous, Africains, nous avons véritablement à faire là-dedans? Ça, ce serait une grosse erreur de réfléchir de cette manière-là, parce que cette machine ne va rien laisser en dehors d'elle. C'est-à-dire que les changements que cette machine va produire sont des changements qui vont avoir des implications directes sur la totalité du monde. Et ce qui va dans le sens de la remarque qu'a faite Manu, en disant il est heureux qu'un jeune Africain s'attaque à cette question-là. Et c'est ça la valeur du livre de Babacar. Avoir le réflexe de dire, eh bien, cette chose est présente, elle va être l'un des paramètres les plus importants dans le monde à venir. Qu'est-ce que nous, Africains, nous faisons pour nous approprier ces technologies et essayer de l'amener dans la direction que nous voulons? Ce simple réflexe, avoir ce réflexe-là, de dire regardons l'avenir, n'ayons pas l'impression que cette technologie est porteuse d'une nouvelle tragédie africaine. Nous habituer à l'idée que les tragédies, même lorsqu'elles se passent ailleurs, finissent toujours par être africaines. Le sida se passe, devient le problème majeur de l'Afrique. Le coronavirus arrive, tout le monde dit ah là là, malheureuse Afrique. D'ailleurs, il s'est trouvé qu'au bout du compte, Dieu a fait que c'est nous qui avons échappé le mieux, mais c'est ça. Nous vivons dans un monde où tout le monde attend la prochaine tragédie africaine, comme si tragédie africaine c'était une redondance, ça allait de soi, que les catastrophes finissaient toujours par nous arriver. Le réflexe de dire quelle partie allons-nous tirer de ce qui se passe? D'abord, quelle va être notre présence africaine sur le problème? Et quelle va être notre attitude et qu'est-ce que nous faisons pour en profiter? C'est ça que j'admire dans le travail qu'a accompli Babalou et tous ses amis qui sont ici présents. Le fait, et c'est la signification dont est porteuse de l'invention humaniste. On nous dit il y a une grande crise écologique. La crise écologique, il faut y répondre à deux niveaux. Au niveau étatique, évidemment, les États doivent prendre leurs responsabilités et faire en sorte
de ne pas ajouter de la crise à la crise environnementale, puisque c'est l'un des plus énormes défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Mais il y a aussi des choses à faire individuellement. Le simple fait de trier ces poubelles, de trier les choses que l'on jette à la poubelle est important. Chacun fait sa part, parce qu'après-tout, ce sont les actions individuelles qui deviennent des actions collectives de grande validité et de grande efficacité. Eh bien, cette attitude-là qu'ils ont eue, ces camarades et lui, pour la poubelle, c'est la même attitude à laquelle son livre nous invite lorsqu'il s'agit de l'intelligence artificielle. D'abord, en avoir la compréhension la plus profonde, savoir ce qui est en jeu, savoir qu'en définitive, on peut en avoir une compréhension simple, celle qu'il a donnée, une automatisation, une mécanisation de toutes les procédures, que ce soit des procédures physiques ou des procédures maintenant intellectuelles et des procédures créatrices. Et c'est probablement là que se situe le problème pour nous, parce que nous effaçons notre humanité et nous nous posons la question de savoir quelle est la différence entre l'humain et sa création, sa machine. Et ceci touche au plus profond parce que nous avons ces mythes profondément ancrés dans toutes les cultures humaines. Dans toutes les cultures humaines, vous trouvez l'équivalent du mythe de Frankenstein. L'humain qui crée une créature, un monstre, qui finalement va s'avérer supérieur à lui dans un certain nombre de domaines. Il est possible qu'il en soit ainsi pour la machine. On peut déjà se poser un certain nombre de questions de pathologie d'ailleurs. Une question intéressante, qui est très amusante si on regarde le côté amusant des choses. Est-ce que la machine d'intelligence artificielle ne va pas connaître la pathologie de la fameuse vache folle? Vous vous souvenez que les vaches folles sont devenues folles parce qu'on leur faisait manger de la vache, en gros. On leur donnait. Or, l'intelligence artificielle qui se nourrit de tout ce que nous produisons, de toutes les données, va se nourrir de données engendrées par l'intelligence artificielle elle-même. Et c'est une bonne question de se demander ce que ça veut dire. Quand l'intelligence artificielle va produire des textes comme cela, Babadou s'est amusé à faire parler Maya Traoré. Mais Maya Traoré est maintenant sur Internet. Ça veut dire que les machines ont enregistré et ingurgité le propos de Maya Traoré. Et donc, elles vont s'en servir, ces machines-là, un jour ou l'autre. Alors, leur propre élément généré par la machine va être réingurgité par la machine. Bref, il y a là des questions vertigineuses à se poser. Et le fait que nous décidions de nous les poser, le fait que nous ayons des jeunes qui ont cette orientation intellectuelle qui consiste à dire soyons présents sur la question, premièrement, soyons concernés par la question, n'ayons pas l'impression que c'est une question pour pays développés ou pour États-Unis et Union européenne, mais que c'est notre question. Et posons-nous la question suivante, quel est notre intérêt en la matière et comment allons-nous en tirer parti?